La tempête Daniel se dirigeant vers les côtes libyennes était annoncée comme très violente. Et quand elle touche Derna et sa région, les dégâts sont encore plus dévastateurs qu'imaginés. Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023, 2 barrages lâchent. Ils retenaient les eaux du Wadi Derna qui traverse la ville. Le flot détruit les ponts et emporte des quartiers entiers jusque dans la Méditerranée voisine. Un désastre. Les bâtiments, le quartier, les villageois, les cheikhs. L'Oued est revenu dans l'état où il était il y a 1000 ans. Les gens vivent dans des grottes. La ville a l'air morte, stérile. Il n'y a plus de vie. Malgré la confusion extrême, on sait qu'il y aura des milliers de morts. 6 mois après, dans un rapport sorti lundi, l'ONG Amnesty International parle de plus de 4000 décès et de milliers de disparus. Elle pointe les failles de l'après-catastrophe et souligne en particulier la réponse inadéquate de la justice. Les autorités libyennes se sont abstenues d'enquêter sur la responsabilité d'acteurs militaires et politiques puissants dans ce terrible bilan et n'ont pas veillé à ce que les personnes touchées bénéficient d'un accès égal aux indemnisations. Depuis 2011 et la chute du dirigeant Mouammar Kadhafi, la Libye est de fait coupée en deux. À l'ouest, un gouvernement reconnu par l'ONU dans la capitale, Tripoli. À l'est, où se trouve Derna, le gouvernement du maréchal Haftar. Tous deux revendiquent le pouvoir et ne semblent pas prêts à un compromis, ce qui alarme les Nations Unies. De nombreux signes inquiétants annoncent une Libye qui se désintègre. Et pour éviter cela, un accord politique est urgent et nécessaire. Un accord entre les principales parties prenantes pour former un gouvernement unifié qui conduira le pays à des élections. Malgré les pressions internationales et malgré des catastrophes comme Derna, soulignant la nécessité pour le pays d'avoir un gouvernement opérationnel, les deux partis opposés n'ont toujours pas laissé voir de volonté de se rapprocher. Bonsoir, Jalal Archaoui. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Libye, chercheur associé au Royal United Service Institute de Londres. 6 mois après cette catastrophe à Derna, pas d'enquête, donc pas de responsable. C'est ce que pointe Amnesty International. Pourtant, il y a bien des responsabilités dans les deux camps rivaux. Oui, il y a 2 catégories de responsables. Il y a les petits acteurs. Là, à ce niveau-là, il y a effectivement des enquêtes. Il y a des personnes qui sont en prison, des gens qui sont peu importants. En revanche, les gros poissons, si vous voulez, là, il y a une allusion qui est faite d'une manière très claire par Amnesty International. Justement, c'est la famille Haftar qui est à la tête de ce système très militaire, une espèce de dictature provinciale militaire qui a une part de responsabilité. Et surtout dans les derniers jours qui ont précédé l'arrivée de la tempête Daniel, il y a un certain nombre de décisions sécuritaires qui se sont avérées absolument catastrophiques. Et d'autres décisions auraient pu sauver des milliers de vies. Et sur ce côté-là, il n'y a pas d'enquête. Il y a aussi des responsabilités au niveau du gouvernement de Tripoli, non plus, au niveau ministériel, au niveau du gouvernement. Et donc les investigations ont eu lieu, mais elles sont, si vous voulez, plafonnées. Il y a une espèce de plafond de verre qui fait qu'il y a un tabou, une omerta sur les personnes vraiment importantes que personne ne souhaite toucher. Dans ce rapport d'Amnesty International, il y a aussi question de la prévention. Il n'y a pas eu de mise en garde adéquate. On aurait pu avoir un bilan beaucoup moins élevé. Il y a eu des mises en garde qui allaient dans la mauvaise direction. Il y a eu par exemple un couvre-feu, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il y a eu un réflexe qui datait de l'époque Covid, basé sur l'ignorance, basé aussi sur des réflexes autoritaires, le fait de donner, comme ça, de dicter aux gens de rester chez eux, ce qu'il fallait vraiment pas faire les heures qui ont précédé l'arrivée. Comment expliquer ces erreurs, finalement ? L'ignorance, il y a aussi le fait que dans un système militaire, on ne consulte pas les expertises civiles, on ne parle pas suffisamment aux maires, on ne parle pas suffisamment aux ingénieurs hydrauliques, on ne parle pas suffisamment à la population. Il y a une arrogance presque, une espèce de réflexe d'arrogance par rapport à la population. La population de Derna est une population qui est méprisée par la famille Haftar. Il y a eu quand même un précédent de guerre en 2018, même début 2019. Il y avait une tradition d'assiéger un peu la ville de Derna, on en avait peur. Donc le réflexe de demander aux gens de respecter un couvre-feu, un réflexe absolument désastreux qui a coûté au moins la moitié des vies qu'on a pu voir. Donc c'est quand même lié au fait d'avoir une dictature militaire. Se pose également la question de l'indemnisation des personnes affectées. À quoi sont dus ces retards ? C'est pas des retards, c'est des diversions. L'argent est souvent débloqué.
Mais si vous voulez, dans les dernières centaines de mètres, c'est-à-dire quand il arrive à la municipalité, au lieu d'arriver dans les poches des familles des victimes, c'est dans les dernières minutes détourné à d'autres fins. Donc l'argent existe, il y a des fonds qui ont été débloqués, peut-être pas suffisamment, mais il ne faut pas que les téléspectateurs pensent qu'il y a zéro argent, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et il arrive souvent au niveau des municipalités, mais justement à ce moment-là, au lieu de parvenir aux familles, eh bien, il disparaît au dernier moment, et donc il s'agit vraiment d'un phénomène de détournement, de diversion. Et qui a décidé d'exclure les réfugiés et les migrants de ces indemnisations ? Toujours pareil, il faut regarder les rapports de force locaux. Hein. Les personnages qui sont les plus influents sur ces décisions-là, c'est quand même le système Haftar, la famille Haftar, ses associés, tout ça. Donc je ne dis pas que les ministères à Tripoli sont innocents, je ne cherche pas à les défendre. Mais il y a cette tradition quand même d'ignorer l'existence des migrants. Quand on n'a pas les statistiques, on décrète qu'ils n'existent pas. Il y a même la notion de réfugiés libyens qui n'existe pas sur la catastrophe Derna. Il n'y a pas ce statut où on décrète que certaines familles ont perdu leur logement et donc les autorités leur doivent quelque chose. Souvent, on part du principe qu'ils vont trouver de la famille quelque part ailleurs dans le pays, donc ils n'ont pas besoin de ce statut de réfugié. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises d'une manière très péremptoire, très arbitraire comme ça, et qui ont des conséquences sur la souffrance des survivants. Et justement, où se trouvent les près de 45 000 déplacés de cette catastrophe aujourd'hui ? Il y a une partie qui est Libye ? Il y a une partie qui est revenue dans les villes originaires, dont les familles sont originaires, comme Misrata à l'ouest. Il y a une partie qui est au niveau de Benghazi, qui est une grande métropole de 800 000 personnes, donc elle peut absorber un petit peu. Et puis d'autres sont dispersés de manière un peu plus locale. D'autres se sont retrouvés même dans le sud-ouest. Donc ce sont des gens qui sont éparpillés parfois d'une manière complètement aléatoire et d'autres selon les racines, si vous voulez, de ces familles. Parce que Derna était une ville très commerçante à travers les siècles. Et donc il y avait beaucoup de familles qui étaient originaires de Zliten, de Homs, de Misrata, des villes de l'ouest libyen. Le rapport pointe également de la répression suite à des critiques contre les autorités dans la gestion de la catastrophe. Ça dit un peu ce qu'est la Libye aujourd'hui. Oui, même quand les équipes de secours internationales, donc les équipes françaises, espagnoles, grecques, turques, égyptiennes, etc., étaient encore présentes. Je parle vraiment du mois de septembre, là, vraiment dans les jours qui ont suivi. La catastrophe. Il y a eu un moment où Saddam Haftar, le fils le plus actif, le fils le plus dynamique du maréchal, a coupé l'électricité, a coupé Internet, et on a assisté à des opérations de suppression de toute révolte. Il y avait des velléités de révolte de la part des survivants, et tout ça s'est fait sous le silence de toutes les chancelleries. Je crois qu'il n'y a que la Suisse et les Pays-Bas qui ont parlé à ce moment-là. Absolument aucun autre pays, et certainement pas l'ONU, ont trouvé le courage de dire qu'il y avait quelque chose d'anormal, alors que les journalistes reportaient justement le caractère anormal. Ce sera ma dernière question. Oui. Dans quel état se trouve Derna aujourd'hui ? Il y a un début de reconstruction. Ce qui est important de savoir, c'est aussi la façon dont l'argent qui va être débloqué, c'est un argent qui va être d'abord libyen. Je pense qu'il va y avoir quelque part entre 3 à 5 milliards de dollars qui vont être débloqués sur les 2 ans à venir pour reconstruire. Il faut regarder le pourcentage de cet argent qui va s'évaporer sous forme de corruption. Parce que c'est pas parce qu'il y a une construction qui a commencé que la construction va se faire d'une manière optimale et que l'argent public va être utilisé à bon escient. Il va y avoir une grande déperdition, et c'est ce qu'il faut regarder de très près. Merci Jalel Archaoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Libye et chercheur associé au Royal United Service Institute de Londres. Merci beaucoup.